Bienvenue sur ce podcast Les sciences au féminin pluriel. Ce podcast a pour but de donner la parole à des femmes scientifiques afin qu'elles puissent vous présenter leur parcours, leurs travaux, mais aussi parler de leurs hobbies et d'autres questions un peu plus intimes. Dans ce podcast, je donne rendez-vous à des femmes scientifiques sur leur canapé autour d'un thé dans une ambiance décontractée. J'espère que leurs histoires vous plairont et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast, c'est moi qui vais prendre la parole pour vous parler de mon parcours, de mes hobbies et de toutes les questions que je pose aux invités d'habitude. Pour commencer, je vais d'abord me présenter. Je suis Elva, docteure en écologie. J'ai obtenu ma thèse en décembre 2024. Donc je suis une jeune docteure, jeune chercheuse. Et pour ma thèse, j'ai étudié la contamination par les pesticides des poussins de busards cendrés. Je me suis intéressée aux différents patrons qu'on pouvait observer dans ces contaminations par des mélanges de pesticides, mais aussi les facteurs qui pouvaient influencer ces patrons de contamination et enfin des effets que pouvaient provoquer ces mélanges de pesticides sur la santé des poussins de busards cendrés. J'ai également étudié le rôle que pouvait jouer l'agriculture biologique comme mesure conservatoire pour les oiseaux des plaines agricoles. Une des premières questions que j'ai l'habitude de poser aux invités, c'est de donner 3 mots pour se décrire. En ce qui me concerne, je pense que j'utiliserais déterminé, peut-être force tranquille, si ça peut compter comme un mot. Et pour le dernier, je dirais active. Je pense que c'est quelque chose qui me caractérise plutôt pas mal. J'ai un peu du mal à me poser réellement. J'ai toujours 15 000 trucs en tête, envie de faire 15 000 choses. Ouais, je pense que ça me décrirait pas trop mal. Ensuite, la question de depuis quand j'ai voulu me lancer dans une carrière scientifique. Il me semble que ça date de plusieurs années quand même, parce que dans mon souvenir, je devais peut-être avoir 12-13 ans, peut-être moins, je ne sais pas. Et j'avais vu un reportage à la télévision sur, ça devait être des manchots, ou je me souviens même plus. Et juste, j'ai le souvenir d'une personne qui parlait à la caméra, qui présentait, qui parlait de l'écologie de l'espèce, de la biologie. Et en dessous, c'était écrit « biologiste ». Et c'est là qu'est né un peu cet intérêt pour la biologie et pour ce métier qui était biologiste. Pourtant, j'ai jamais vraiment grandi à la campagne. J'ai jamais été faire des sorties randonnées ou des sorties d'exploration de la nature. Et pourtant, je sais pas, ça m'a toujours attirée. Je me suis renseignée sur ce métier de biologiste. Et au départ, je m'étais dit, waouh, c'est quand même 8 ans d'études, ça me paraît tellement long, je pourrais jamais faire ça, donc je vais peut-être me réorienter vers autre chose. Il y a eu toute une période de ma vie où je savais pas réellement si j'allais partir en sciences ou plutôt faire des langues étrangères, ou je savais pas trop, ou même de l'architecture d'intérieur. Ensuite, en fait, en arrivant au lycée et comme j'ai pu faire un bac S, donc là je vais parler du coup de mon parcours plus précisément, en me lançant dans le bac S, je me suis rendu compte que j'avais vraiment cet attrait pour les sciences de la vie et de la terre, et particulièrement les sciences de la vie. C'était quelque chose que je trouvais extrêmement intéressant. Ouais, ça me passionnait pas mal. Et donc moi j'avais discuté avec un de mes profs à l'époque qui m'avait conseillé de partir à Rennes pour la licence biologie des organismes. Et c'est ce que j'ai fait. En fait, en regardant les matières qui étaient enseignées, je me suis rendu compte que ça correspondait vraiment à ce qui m'intéressait. Et j'ai pas du tout regretté une seule seconde, vraiment. J'ai passé 2 ans du coup sur Rennes à étudier la biologie des organismes. Donc la première année de licence, elle est assez générale, mais tout me passionnait en fait. Je trouvais tout tellement intéressant. Pour moi, c'est tellement fort de comprendre comment est faite la vie, comprendre tout ce qui nous entoure. Et du coup, j'ai adoré. Et en 3e année, j'ai fait un Erasmus, donc je suis partie 1 année en Espagne. C'était un peu différent parce que c'était pas les mêmes matières. Puis c'était dans une autre langue. J'ai bien accroché quand même avec l'ambiance, les cours, etc. C'était vraiment tout un autre mode de vie, mais ça m'a beaucoup plu. Et ensuite, je suis retournée en France pour l'été et j'attendais des retours des différents masters, notamment celui de Dijon qui était en dynamique et conservation de la biodiversité. Parce qu'en fait, au fur et à mesure des années que j'ai fait en écologie, biologie, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait beaucoup, c'était vraiment cet aspect conservation de la biodiversité. Et donc, c'est quelque chose que j'ai
j'ai voulu approfondir avec ce master-là. J'ai intégré ce master et j'ai fait 2 ans avec des stages. Premier stage plutôt recherche, labo, et deuxième stage en Norvège, plutôt terrain, et toujours dans la recherche, mais c'était assez différent, sur des micro-mammifères, donc super expérience. J'avais fait un stage quand même entre le M1 et le M2 pour voir si j'avais une attirance particulière pour le milieu plutôt appliqué. Donc j'avais fait ce stage dans la réserve naturelle nationale de la baie de Somme. Et finalement, j'étais pas plus avancée parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'aimais tout à nouveau. Et à la fin de mon M2 et que je me suis retrouvée donc sans rien parce que j'avais postulé à une thèse que j'avais pas obtenue. Donc j'étais un peu découragée sur le moment. Je savais plus trop ce que je devais faire. J'ai fait quelques mois en tant qu'hôtesse d'accueil. J'ai travaillé dans un supermarché et en fait, je me rendais bien compte que la recherche, ça me manquait énormément. J'ai quand même pu commencer un service civique à nouveau dans cette réserve naturelle nationale de la baie de Somme. J'ai fait un peu de terrain, voilà, suivi de reproduction des oiseaux, et c'est une expérience qui m'a beaucoup plu, mais vraiment je ressentais à nouveau ce manque, on va dire, de la recherche. J'avais vraiment envie d'y retourner, donc j'avais postulé à différentes thèses et j'ai obtenu la thèse sur les poussins de busards cendrés. Et donc c'était une thèse qui avait encore à nouveau un petit volet conservation parce que c'est un rapace, comme tous les rapaces en France, il est protégé, et puis c'est une espèce qui est globalement en déclin en France en tout cas, donc il y a des populations qui se portent assez mal, et donc il y a plein d'enjeux vis-à-vis de cette espèce pour aider à sa conservation. Et puis parce que effectivement le sujet des pesticides, ça reste un sujet très actuel et impliqué dans les facteurs principaux qui expliqueraient le déclin de la biodiversité, donc ça reste à nouveau dans le domaine qui me plaisait beaucoup. Et du coup j'ai voulu faire cette thèse parce qu'il y avait le sujet, et puis aussi parce que moi je voulais faire une thèse. J'ai fait 8 mois de service civique, mais du coup toute cette année, on va dire, à être dans un supermarché, puis en service civique, et ben je me suis rendu compte que la thèse c'était vraiment le moyen d'accéder au métier qui m'intéressait réellement, c'est-à-dire enseignant-chercheur. La recherche pour moi c'était vraiment un but à atteindre parce que je sentais que ça me plaisait de poser des questions, des problématiques, des hypothèses, de suivre un protocole, d'avoir la rigueur pour les analyses et pour la rédaction, rédiger en anglais, lire des articles scientifiques. C'est tout l'ensemble en fait qui me plaisait énormément. Est-ce qu'il y a eu des moments où je me suis sentie découragée pour suivre cette voie ? Honnêtement, oui, je pense qu'il y en a eu plusieurs. Je crois que le premier qui m'a vraiment découragée, c'était à l'issue de mon premier semestre de licence 1, parce qu'en fait, je me mettais pas assez au boulot et du coup, les notes, elles ont pas mal chuté et je me suis sentie quand même un peu découragée. Au final, avec un peu de travail, ça a été payant, mais à nouveau, en master, à l'issue du premier semestre, j'avais des notes catastrophiques et je me suis dit là encore que ça allait pas être possible pour moi d'intégrer une thèse derrière, quoi. Donc j'ai rien lâché et ça a payé, mais j'ai réussi quand même à faire mon doctorat. Voilà, j'ai été plutôt découragée de mon fait, découragée de mes notes, de mon travail, et j'avais peur de pas être à la hauteur, on va dire. Mais vis-à-vis des autres personnes, j'ai pas vraiment entendu de mots décourageants ou de remarques qui m'ont fait me décourager. Au contraire, je pense que tout le monde m'a plutôt soutenue dans ma voie de carrière scientifique. Concernant les remarques sexistes ou les situations qui ont pu me faire sentir moins compétente que des collègues masculins, honnêtement, je pense pas avoir réellement d'expérience en tête. Évidemment que comme plein d'autres femmes, je pense, j'ai déjà senti, surtout quand c'est des missions de terrain ou des choses comme ça, le poids du jugement, entre guillemets, de se dire, comme je suis une femme, voilà, je suis pas à la hauteur pour porter tout ce matériel, pour supporter le travail de terrain. Mais c'est jamais, en tout cas moi, dans mon souvenir, j'ai jamais réellement eu de remarques directes, plutôt des « Ah, mais t'es sûre que ça va aller pour porter ça ?» etc. Où effectivement, j'ai pu percevoir ça comme si j'étais moins compétente, entre guillemets. En dehors du monde de la recherche, est-ce que j'ai eu des expériences négatives du fait d'être une femme ? Alors oui, je pense qu'elles sont assez nombreuses. Je l'ai pas mal ressenti au niveau perso ou dans des situations professionnelles, notamment quand j'étais hôtesse d'accueil. Le regard de certains hommes ou les remarques, parce que ça, j'en ai eu. Je vais pas forcément étayer plus que ça, mais voilà, des remarques très sexistes. Et puis parfois des situations très gênantes, des situations où on se sent mal à l'aise, on va dire, avec l'insistance de certains hommes ou autres. Donc oui, je pense que clairement, j'en ai vécu quelques-unes, malheureusement, des situations comme ça.
pour cette petite pause, une des questions que j'ai l'habitude de demander, c'est quel est l'endroit où on se sent le mieux sur Terre. Et en ce qui me concerne, je pense que l'endroit où je me sentais le mieux sur Terre, c'était dans ma maison où j'ai vécu 3 ans pendant ma thèse. C'était vraiment un endroit où je trouvais beaucoup de réconfort et de bien-être parce que c'était en pleine campagne, c'était une grande maison avec le bruit des peupliers derrière qui faisait comme un bruit de ruissellement d'eau, etc. Voilà, lézarder au soleil sur la terrasse, c'était des moments très très agréables et je me sentais vraiment bien. J'avais toutes mes habitudes, etc. là-bas, donc je pense que c'était là où je me sentais le mieux. Mais globalement, je pense que s'il y a des situations dans lesquelles je me sens le mieux, c'est celle où je suis avec mon chien en promenade et que tout se passe bien, qu'il y a un peu de soleil, qu'on est en pleine nature et qu'on se balade. Je pense que c'est les meilleurs moments. Et voilà, je pense que ce serait l'endroit où je me sens le mieux. Ensuite, si je devais écrire mon autobiographie, quel en serait le titre ? Je pense que ce serait quelque chose du genre toujours debout ou quelque chose comme ça, parce que malgré les difficultés que j'ai rencontrées au cours de mes études et même dans ma vie personnelle, j'ai toujours poussé les choses jusqu'au bout et je me suis toujours relevée des échecs, même quand on avait l'impression que ça ne marchait pas. En fait, derrière il y a toujours eu quelque chose qui a fini par émerger, par marcher, donc je pense que ouais, je mettrais quelque chose du style toujours debout. Maintenant que la petite pause est finie, je vais parler de quelques résultats phares de mes travaux. Donc je pense que l'un des résultats vraiment importants de mes travaux de recherche, ça a été de mettre en avant que l'agriculture biologique, elle peut réduire le nombre de pesticides qui est retrouvé dans le sang, en tout cas pour les poussins de busards cendrés. Et ça, c'est un résultat assez intéressant parce qu'on pourrait se dire, oui, c'est comme dire que l'eau mouille, entre guillemets. On s'y attend, ça paraît logique dit comme ça. Mais finalement, pas tant, parce qu'il y a des choses auxquelles on pourrait penser de prime abord et finalement elles ne se vérifient pas scientifiquement. Et donc ça, c'était un résultat, je trouvais important et intéressant à mettre en avant. Et je pense que c'est un résultat important aussi parce que ce résultat pourrait amener à considérer l'agriculture biologique comme une mesure de conservation pour les oiseaux sauvages, puisque en réduisant ces niveaux de contamination, enfin ce nombre de pesticides dans le sang, ça peut réduire les effets cocktails qui peuvent être associés à cette contamination. Il y a des recherches supplémentaires qui sont à mener pour voir si ça se vérifie chez d'autres espèces et puis pour creuser ce rôle de l'agriculture biologique, puisque dans d'autres travaux que j'ai pu mener, on a mis en avant que ça n'avait pas forcément que des effets bénéfiques sur les traits d'histoire de vie des oiseaux, donc quelle place prend la formation, le transfert de connaissances dans le quotidien de mon travail, en incluant la vulgarisation et puis l'encadrement de stagiaires, les cours donnés? Et depuis quand est-ce que j'encadre ? Alors, moi, la formation, ça a quand même pris une place assez importante pendant ma thèse. Durant ma première année, j'ai pas réellement donné de formation, c'est-à-dire que je n'ai pas encadré de stagiaires, je n'ai pas donné de cours. Mais dès ma deuxième année, j'ai commencé à faire des TP et des TD à des étudiants de l'Université de La Rochelle. J'ai aussi encadré des stagiaires pendant ma 2e saison de terrain et la 3e saison de terrain, des stagiaires de niveau licence 2 et un stagiaire de master 1. Et je trouve que cette formation des étudiants, elle est très valorisante et très importante, dans le sens où j'ai eu la chance de rencontrer sur mon chemin certains professeurs qui m'ont encouragée et qui m'ont donné envie en fait de poursuivre en sciences. Et je me dis que si ma manière de donner les cours et de former les étudiants donne des idées ou des envies de carrière scientifique, je me dis c'est super. J'aime tellement en fait les sciences de la vie et ce que je fais que c'est un plaisir en fait de pouvoir le partager à d'autres. Et c'est pour ça aussi que la vulgarisation, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait pendant ma thèse également. J'ai fait de la vulgarisation sous différents formats, que ce soit écrit, au format oral, concours type ma thèse en 180 secondes, ou j'ai fait le festival du film pas trop scientifique aussi, la fête de la science aussi, fête de la conservation, plein d'événements auxquels j'ai eu un grand plaisir de participer. Et voilà, et aujourd'hui aussi le podcast, je trouve que c'est une manière aussi de vulgariser un peu les recherches, donc je trouve que c'est super important parce qu'en plus permettre aux gens d'accéder en fait aux connaissances via la vulgarisation, c'est aussi éviter justement que les gens soient désinformés et je pense que du coup ouais, c'est très très important et je trouve que d'autant plus en étant une femme de science, c'est d'autant plus important et valorisant que les femmes ne sont pas majoritaires dans la recherche scientifique et donc je pense que c'est réellement important en fait de donner une visibilité et surtout de montrer en fait aux gens
jeunes filles qu'on est loin des clichés et qu'on peut très bien faire un boulot de dingue et avoir des passions, des hobbies en dehors de ça et pas être tout le temps enfermé avec son ordinateur. C'est important en fait de montrer que peu importe le profil de la jeune fille, il existe une place dans les milieux et les carrières scientifiques pour elle. Et je pense que c'est vraiment important et la vulgarisation participe à ça. Comment s'organise une journée type au travail ? Alors moi j'avais plusieurs journées types. J'avais la journée type bureau, on va dire, où c'était de la lecture d'articles, de la rédaction, de l'analyse de données. Et puis j'avais une journée type d'enseignement, je dirais, où pour donner des cours à La Rochelle, moi j'avais plus d'1 heure de route. Donc voilà, il fallait se lever tôt quand les cours étaient à 8h. Donc c'était des journées, on va dire, hors laboratoire, hors quotidien. Et c'était des journées très fatigantes, parce que finalement c'est assez fatigant quand même d'expliquer et d'échanger avec les étudiants, etc. C'est assez énergivore, mais c'est très passionnant. Et donc j'avais ces journées type là, et j'avais les journées type terrain, je dirais, où en fait c'était soit du suivi en voiture pour retrouver les nids, soit suivi à pied en fait pour visiter les nids. Les dernières visites c'était plutôt prise de sang sur les poussins pour faire les dosages de pesticides dans le sang. Donc voilà les 3 journées type que j'aurais dit. Si je devais choisir une seule activité ou tâche que je préfère dans mon travail, ce serait quoi ? Je pense que ce que j'ai le plus préféré, en dehors du terrain bien sûr, parce que je pense que tout le monde adore être sur le terrain, je dirais que la tâche ou l'activité que j'ai préférée, c'est la rédaction. Je sais que ça peut étonner plus d'une personne, mais c'est vraiment ce que moi je préfère en fait. C'est là où je me sens le mieux. Bon évidemment, quand on est au tout début de l'article et qu'on n'a pas encore défini nos hypothèses et pas encore réalisé les analyses, etc., il faut faire tout ce travail-là en amont, mais une fois qu'on arrive à l'étape, je trouve, de la rédaction, c'est vraiment ultra satisfaisant et c'est la tâche que je préfère, je pense. Quel hobby ou autre activité qui me sortent du cadre professionnel je fais ? Alors, j'ai pas mal de hobbies, entre guillemets, j'ai des hobbies passagers, je dirais. Donc de temps en temps, je vais être à fond sur de la peinture sur céramique. À d'autres moments, je vais être à fond sur du tricot. J'ai beaucoup d'activités manuelles, plutôt d'ailleurs. Des choses qui me permettent, on va dire, de pas trop penser ou réfléchir, des choses qui me vident un peu la tête, qui me permettent d'exprimer un côté plus artistique, qu'il peut être difficile d'exprimer dans le cadre purement scientifique. Là où je peux me faire plaisir, entre guillemets, côté artistique, c'est lors des vulgarisations ou des présentations en congrès, etc. Là, on peut avoir le loisir de rendre ces posters ou ces présentations plus jolies. Mais autrement, sur de la rédaction en tant que telle d'articles scientifiques et la recherche et les analyses, c'est très rigoureux et très cadré et finalement on peut pas laisser libre cours à sa créativité. Donc je pense que c'est pour ça que j'adore autant les activités manuelles et en termes d'activités aussi que je pratique quasi quotidiennement, c'est le sport. Ça a été vraiment salvateur, je dirais, dans mon cas. Je trouve que c'est ce qui permet, on va dire, de se vider la tête, de maintenir le cap, et ça libère des endorphines quoi, donc c'est vraiment top. Est-ce que je pense que l'entourage a un rôle important à jouer dans la réussite de mon parcours en recherche ? Alors, oui et non, dans le sens où, oui, bien sûr, comme j'ai été soutenue et qu'on n'a pas réfréné mon ambition d'être dans la recherche, oui, mais d'un autre côté, non, dans le sens où je pense que j'ai réussi aussi toute seule. Je pense que toutes les femmes scientifiques devraient être fières d'avoir réussi seules, parce que finalement, c'est le cas. Même si on a un entourage qui est bienveillant et qui nous aide, on va dire, émotionnellement ou financièrement, au fond, le travail qui a été fourni, c'est le nôtre, et je pense que c'est important de le dire. Même si, effectivement, quand il y a des coups de mou, etc., c'est sûr que c'est super important d'avoir un entourage qui est à l'écoute et qui permet de rebooster. Ça, c'est indéniable. Mais je pense qu'il faut quand même que chaque femme soit fière de sa propre réussite, quand même. Est-ce qu'il y a une chose que je voudrais dire à mon moi du passé avant d'entamer ce parcours scientifique, quelque chose que je lui aurais dit de ne surtout pas faire ou de faire, par exemple ? Je lui dirais lâche rien, parce que ça finira par payer. Et je lui dirais, la vie, elle fait bien les choses. Fais confiance au processus. Tout arrive plus ou moins pour une raison, et voilà. Mais il n'y a pas une chose que je regrette particulièrement dans mon parcours, donc je la laisserai faire ses expériences. Quel conseil je donnerais à des jeunes femmes qui souhaiteraient démarrer une carrière scientifique ? Je pense que le conseil le plus important, ce serait de dire garde ton équilibre
parce que c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à négliger. On se dit que parce qu'on veut faire une carrière brillante, parce qu'on a de l'ambition, parce qu'on veut réussir, on est obligé de se priver de beaucoup de choses et d'être en constante compétition avec nous-mêmes et les autres. Mais au fond, tant que tu es aligné avec toi-même, avec ton bien-être mental surtout, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et c'est sûr, il faut fournir le travail, il faut se donner la peine, on va dire, et bosser dur. Mais pour autant, il faut réussir à garder des moments pour soi, des moments qui nous font du bien. Et si c'est des sorties entre amis, ce sera des sorties entre amis. Si c'est faire du sport, ce sera faire du sport. Et si c'est aller voir sa famille à l'autre bout du monde, ce sera aller voir sa famille à l'autre bout du monde. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont extrêmement importantes pour garder l'équilibre. Chacun doit trouver ce qui lui fait du bien pour garder cet équilibre. Et donc, je pense que c'est un conseil vraiment important à garder en tête. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour l'avenir ? Est-ce que j'ai un objectif à atteindre prochainement dans le pro ou le perso ? Ce qu'on peut me souhaiter pour l'avenir, ce serait de réussir à trouver un post-doctorat ou un poste en tout cas, quelque chose qui me plaît. Donc ça c'est pour le côté pro, pour le côté perso. Je dirais réussir à sortir aussi ce podcast parce que c'est un peu pro-perso entre guillemets. Ça me fait plaisir en fait de réaliser ces interviews et de donner la parole à des femmes scientifiques que j'admire honnêtement. Donc je pense que c'est une des choses qu'on pourrait me souhaiter, c'est de mener à bout ce podcast. Et j'imagine que si vous êtes en train de l'écouter, c'est que c'est en bonne voie. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt pour un prochain épisode. Vous venez d'écouter Les sciences au féminin pluriel. Un grand merci au Common Lab de l'Université de La Rochelle pour leur soutien technique qui a permis la réalisation de ce podcast. N'hésitez pas à aller écouter d'autres épisodes et je vous dis à très vite.